Les Étoliens obéissent à Thoas, le fils d'Andrémon. Ce sont ceux de Pleuron, d'Olène, de Pylénée, de Chalkis sur la mer et de Calydon la rocheuse. Les fils du magnanime Énée ne sont plus, ni Énée lui-même, et le blond Méléagre est mort. C'est à Thoas seul qu'a été remis le pouvoir suprême sur les Étoliens. Il a sous ses ordres 40 nefs noirs. Les Crétois ont pour chef Idoménée, l'illustre guerrier. Ce sont les gens de Cnos, de Gortine au beau rempart, de Licte, de Milet, de la blanche Lycaste, des bonnes villes de Feste et de Rhytie, et bien d'autres encore de la Crète aux 100 villes. Ceux-là obéissent à Idoménée, l'illustre guerrier, et à Mérion, qui s'égale à Énial meurtrier. Ils ont sous leurs ordres 80 nefs noirs. Tlépolème, le noble et grand Héraclide, amène de Rhodes 9 nefs de Rhodiens altiers. Ce sont les gens de Rhodes ordonnés en 3 groupes. De l'Indos, d'Iélise, de la blanche Camille. Ceux-là obéissent à Tlépolème, l'illustre guerrier, qu'Astioché a mis au monde pour le puissant Héraclès. Héraclès l'avait ramené des bords du Séléis, d'Éphire, après avoir détruit plus d'une autre cité de jeunes hommes issus des dieux. Mais Tlépolème, en son manoir solide, n'était pas plutôt devenu un homme qu'il tuait l'oncle de son père, Lysimnios, le rejeton d'Arès, déjà vieillissant. Bien vite alors il construisait des nefs, puis, rassemblant un fort parti, prenait le large et s'exilait sous les menaces des fils et petits-fils du puissant Héraclès. Sa course errante ainsi le mène à Rhodes, à travers bien des peines. Ils s'y installent, formés en 3 tribus. Ils y gagnent l'amour de Zeus, qui règne sur les dieux autant que sur les hommes, et le fils de Cronos a épandu sur eux une merveilleuse opulence. Nirée aussi amène de Cimée 3 bonnes nefs. Nirée, fils d'Aglaïé et de Sir Charops. Nirée, le plus beau de tous les Danaens venus sous Ilion après le Péléide sans reproche. Mais il n'a pas grande puissance, il a trop peu de monde sous ses ordres. Puis viennent ceux de Nisir, de Crapate et de Case, ceux de Cos, ville d'Oripyle, et les îles Calines. Ceux-là ont pour capitaine Phidippe et Antife, fils tous deux de Sir Thessalos l'Héraclide. Ils mettent, eux, 30 nefs creuses en ligne. Voici encore les gens de l'Argos pélagique, ceux d'Al, d'Alopé, de Tréchis, ceux de Laftie aussi et de l'Hélade aux belles femmes. On leur donne les noms de Myrmidon, Hélène, Achéen. Achille commande à leurs 50 nefs, mais ils ne songent plus au combat douloureux. Ils n'ont plus personne pour marcher devant leur ligne. Le divin Achille, aux pieds infatigables, demeure au repos au milieu de ses nefs, tout à sa colère pour Briséis, la fille aux beaux cheveux qu'il s'était réservée au retour de Lyrnès, après avoir longtemps peiné pour détruire et Lyrnès et les murs de Thèbes, pour abattre Minès et Épistrophe, guerriers aux bonnes lances, fils de Sir Évène, le Sélépiade. Pour elle, il s'afflige et demeure au repos. Mais l'heure est proche où il se lèvera. Puis ceux de Philaque, de Pyrase fleuri, pourpris de Déméter, d'Iton, mère des brebis, et d'Antrone, au bord des flots, et Ptéléon sur son lit d'herbe. Ceux-là obéissaient au belliqueux Protésilas quand il vivait encore, mais la terre noire désormais le tient. Il ne reste plus de lui à Philaque qu'une épouse aux joues déchirées et un palais inachevé. Un Dardanien l'a tué alors qu'il sautait de sa nef, le tout premier des Achéens. L'homme qui les a rangés en bataille, c'est Podarcès, le rejeton d'Arès, fils d'Iphicle, le Philacide riche en brebis. Il est le propre frère de Protésilas magnanime, son frère cadet. Protésilas, le héros belliqueux, était son aîné comme son modèle. Mais ces hommes ne manquent pas pour cela d'un chef, quelque regret qu'il garde du héros. Il a sous ses ordres 40 nefs noires. Puis ceux de fer près du lac Bébéis, de Bébé, de Glaphire, de la belle ville d'Iolque. Ceux-là ont pour chef de leurs 11 nefs le fils chéri d'Admète, Eumèle, que jadis a conçu, dans les bras d'Admète, Alceste, divine entre toutes les femmes, la première pour la beauté des filles nées de Pélias. Puis les gens de Métonne et de Thomasie,
et ceux de Mélibée et de La-Prolysone. Ceux-là, pour chef de leurs 7 nefs, ont Philoctète, expert à l'arc, et, montés à bord de chacune, sont 50 rameurs, également experts au dur combat de l'arc. Cependant, Philoctète est couché dans son île, en proie à de dures souffrances. Il est à Lemnos, la divine, où l'ont abandonné les fils des Achéens. Il y souffre de la plaie cruelle qu'il doit à une hydre maudite. Il est là, couché, dans l'affliction. Mais l'heure est proche, où les Argiens, près de leur nef, vont se ressouvenir de sire Philoctète. Il ne demeure pas néanmoins sans chef quelque regret qu'il sait de celui-là. L'homme qui les a rangés en bataille, c'est Médon, le bâtard d'Oïlée, que Réné a conçu dans les bras d'Oïlée, le bon preneur de ville. Puis les gens de Triché, ceux d'Itome l'escarpé, ceux d'Écalie, cité d'Euryte d'Écalie. Ils ont à leur chef 2 fils d'Asclépios, les 2 bons guérisseurs, Podalyre et Macaon. Ils mettent, eux, 30 nefs creuses en ligne. Puis ceux d'Orménion, de la source d'Hypérée, ceux d'Astérion aussi, du Titane au blanc sommet. Ils ont à leur tête Eurypyle, le brillant fils d'Évémon. Il a sous ses ordres 40 nefs noires. Puis ceux d'Argis et de Gyrtone, ceux d'Orthée, d'Élone et d'Oloosone, la blanche cité. Ceux-là ont pour chef un guerrier valeureux, Polypétès, fils de Pirithos, dont le père est Zeus immortel. L'illustre Hippodamie l'a conçu dans les bras de Pirithos le jour où il venait de tirer vengeance des monstres velus, de les chasser du Pélion, de les pousser vers les Étis. Il n'est pas seul. Un autre l'accompagne, Léonté, rejeton d'Arès, né du fils de Séné, le bouillant Coronne. Ils ont sous leurs ordres 40 nefs noires. Puis Gouné, qui amène 22 nefs de Sif. Il a sous ses ordres, avec les Éniennes, les Pérèbes, guerriers valeureux établis au pays inclément de Dodone. Et ceux qui cultivent les terres situées au bord du Titarésios charmant, dont l'onde claire va se jeter dans le Péné, sans pour cela se mêler à ces tourbillons d'argent, mais en coulant à sa surface, tel un flot d'huile. C'est qu'il est une branche du Styx, fleuve terrible du serment. Puis les magnettes que commande Protos, fils de Tantrédon. Ce sont ceux qui habitent aux rives du Péné et sur le Pélion au feuillage mouvant. Ceux-là obéissent à l'impétueux Protos. Il a sous ses ordres 40 nefs noires. Tels sont les guides et chefs des Danains. Et maintenant, dites-moi, Muse, quels sont les meilleurs, entre tous les hommes et tous les coursiers, de ceux qui suivent les Atrides? Les coursiers les meilleurs, de beaucoup, ce sont ceux du fils de Phérès, ceux que conduit Eumèle. Ils sont vite comme des oiseaux, ils ont même robe, même âge, leurs 2 dos sont strictement de niveau. Apollon, à l'arc d'argent, les a élevés lui-même en pierrerie. Ce sont 2 juments. Elles portent partout la déroute guerrière. Des hommes, en revanche, le meilleur de beaucoup est Ajax, fils de Télamon, aussi longtemps que dure la colère d'Achille. Achille est en effet bien au-dessus de lui. Et il en est de même des coursiers qui emportent le fils de Pélée sans reproche. Mais Achille reste en repos au milieu de ses nefs marines, de ses bonnes nefs recourbées. Il en veut à l'Atride, à Agamemnon, pasteur d'hommes, et il boude. Et ces gens, sur la grève, s'amusent à lancer disques et javelots ou à tirer de l'arc. Leurs chevaux sont là, chacun près de son char, à paître le lotus ou lâchent des marais, tandis que les chars solidement ajustés de leurs maîtres sont par terre, dans les baraques. Et ces maîtres, eux, dans leur regret du chef chéri d'Arès, au lieu d'être au combat, vont et viennent à travers le camp. Ils vont, et l'on dirait que toute la terre est la proie du feu. Le sol sourdement gémit comme jadis sous le courroux de Zeus tonnant, alors que celui-ci allait cinglant la terre tout autour de Typhée, dans ce pays des Arimes où l'on dit que gîte Typhée. Ainsi, sous leurs pas, le sol gémit terriblement, cependant qu'ils avancent et qu'à grand hâte. Il est rapide, s'approche pour leur parler.
Elle s'est donné la voix de Polythès, fils de Priam, qui s'est posté en éclaireur des Troyens, confiant en ses pieds agiles, au sommet de la tombe du vieil Hésiète. Il épie de là le moment où, quittant leur nef, les Achéens passeront à l'attaque. C'est sous ces traits qu'Iris, aux pieds rapides, s'adresse à Priam et dit « Ah, vieillard, tu n'as donc plaisir qu'aux propos sans fin, tu te crois au temps de la paix quand s'est levée déjà une lutte acharnée. Certes, j'ai souvent pris part à des batailles entre guerriers, mais jamais encore je n'ai vu d'armée si forte et si belle. On dirait vraiment des feuilles ou des grains de sable à les voir ainsi à travers la plaine marcher au combat contre notre ville. Hector, c'est à toi surtout que je m'adresse, fais comme je te dis. Les alliés sont nombreux dans la grande ville de Priam, chacune a sa langue à soi parmi les multiples races humaines. Que chaque héros donne donc ses ordres aux hommes à qui il commande, puis, après les avoir rangés, se mette à la tête des siens. Elle dit, et Hector ne s'y méprend pas, la vie vient d'une déesse. Sans retard, ils rompt l'assemblée. Aussitôt, on court aux armes. Toutes les portes s'ouvrent. L'armée s'élance au dehors. Les gens de pied, comme les chars. Un tumulte immense s'élève. Il est, devant la ville, une haute butte, à l'écart, dans la plaine, accessible sur tout son pourtour. Les hommes lui donnent le nom de bâtier. Pour les immortels, c'est la tombe de la bondissante Myrrhine. C'est là que s'organisent les Troyens et leurs alliés. En tête des Troyens marche le grand Hector au casque étincelant, le fils de Priam. On voit à ses côtés se former pour la bataille les guerriers de beaucoup les plus nombreux et les plus braves, ardents à jouer de la javeline. Les Dardaniens, eux, ont à leur tête le noble fils d'Anchise, aîné, conçu au bras d'Anchise par la divine Aphrodite, déesse unie à un mortel dans les gorges de l'Ida. Il n'est pas seul. On voit à ses côtés les deux fils d'Anténor, Archéloque, Acamas, experts à tous les combats. Puis viennent ceux qui habitent Zélé, tout au pied de l'Ida, Troyens opulents qui boivent les eaux noires de l'Ézèpe. Ceux-là ont à leur tête le glorieux fils de Lycaon, Pandare, dont l'arc est un don d'Apollon lui-même. Puis les gens d'Adrasté et du pays d'Apèse, et ceux de Pythie, et ceux de Téréié, la haute montagne. Ceux-là ont à leur tête Adraste et Amphios, combattants à cuirasse de lin, les deux fils de Mérops, le Percote. Mérops, mieux que personne, connaissait l'art divinatoire. Il ne voulait pas voir ses fils partir pour la bataille meurtrière, mais il ne l'écoutait pas. Les déesses du noir trépas les conduisaient tous les deux. Puis, ceux de la région de Percote et de Practie, ceux de Ceste, d'Abydos, ceux de la divine Arisbée. Ceux-là ont à leur tête Asios, l'Yrtacide, commandeur de guerriers, Asios l'Yrtacide, que de puissants coursiers à la robe de feu amènent d'Arisbée des bords du Séléis. Hippotoos, lui, conduit les tribus des Pélages aux bonnes lances, des Pélages habitants de la plantureuse Larisse. Ceux-là ont à leur tête Hippotoos et Pylée, rejeton d'Arès, fils tous deux du Pélage Lette, fils de Teutam. Les Thraces sont conduits par Acamas et le héros Pyros, les Thraces que borne l'Hellespont aux flots puissants. Euphème commande aux Cicones belliqueux, Euphème, fils de Trézène, le Céade issu des dieux. Pyrecmès conduit les Péoniens à l'arc recourbé, ils viennent de la lointaine Amydon, sur les rives de l'Axios au large cours, l'Axios qui, sur la terre, répand la plus belle des ondes. Les Paphlagoniens obéissent à Pylémène au cœur viril. Ils viennent de chez les Zénètes du pays des mules sauvages. Ce sont les gens de Cythor et ceux du pays de Sésame, et ceux qui ont leurs illustres demeures sur les bords du Parthénios, et ceux de Cromne et des Giales et de la haute Érythine. Les Alisones ont à leur tête Odios et Épistrophe. Ils arrivent de la lointaine Alybée, du pays où naît l'argent. Les Mysiens, eux, ont à leur tête Chromis et Énome, interprètes de présages. Mais les présages n'auront pas su le préserver du noir trépas. Il succombera sous les coups de l'Éacide aux pieds rapides, près du fleuve où Achille abattra bien d'autres Troyens. Phorcys conduit les Phrygiens, avec Ascagne pareil aux dieux. Ils viennent de la lointaine Ascanie, et ils brûlent de se battre dans la mêlée.
Les Méoniens, pour capitaine, ont Mestlès et Antiphe, les fils de Thalémène qu'a enfanté la déesse du lac Gygée. Ils conduisent les Méoniens qui sont nés au pied du Tmol. Nastès marche à la tête de ces Cariens au parler barbare. Ce sont ceux de Milet et du mont Phtyr au feuillage infini, ceux du fleuve Méandre et du Mycale aux hautes cimes. Ceux-là ont pour capitaine Amphimaque et Nastès et Amphimaque, les brillants fils de Nomion, dont le second marche au combat couvert d'or comme une fille. Le pauvre sot, l'or n'écartera pas de lui le cruel trépas. Il tombera près du fleuve sous les coups de l'Éacide aux pieds rapides, et c'est le belliqueux Achille qui rapportera tout cet or. Sarpédon, lui, commande aux Lyciens, ainsi que Glaucos, sans reproche. Ils viennent de loin, de la Lycie, et des bords de son Xanthe tourbillonnant. Les armées, une fois rangées, chaque troupe autour de son chef, voici les Troyens qui avancent avec des cris, des appels pareils à ceux des oiseaux. On croirait entendre le cri qui s'élève devant le ciel, lorsque les grues, fuyant l'hiver et ses averses de déluge, à grands cris prennent leur vol vers le cours de l'océan. Elles vont porter aux Pygmées le massacre et le trépas, et leur offrir à l'aube un combat sans merci. Les Achéens avancent, eux, en silence, respirant la fureur et brûlant en leur âme de se prêter mutuel appui. Sur les cimes d'un mont, le Notos souvent répand un brouillard, aux dieux, aux bergers, aux voleurs, en revanche, plus favorable que la nuit, et qui ne permet pas de voir plus loin que le jet d'une pierre. Tout pareil est le flot poudreux qui s'élève, compact, sous les pieds des guerriers en marche, cependant qu'à grand hâte, il dévore la plaine. Les deux armées marchent l'une sur l'autre et entrent en contact. Du côté des Troyens, un champion se présente, Alexandre, pareil aux dieux. Il a sur les épaules une peau de panthère, un arc recourbé, une épée. Il brandit 2 piques à coiffe de bronze. Il défie tous les preux d'Argos. Qui veut lui tenir tête et lutter avec lui dans l'atroce carnage? Ménélas, chéri d'Arès, l'aperçoit sortant des lignes, marchant à grandes enjambées. Aussitôt, on dirait un lion plein de joie qui vient de tomber sur un gros cadavre, un cerf ramé, une chèvre sauvage, trouvée à l'heure même où il avait faim. À belles dents, il le dévore, malgré les assauts que lui livrent chiens rapides et gars robustes. Telle est la joie de Ménélas, lorsque ses yeux aperçoivent Alexandre pareil aux dieux. Il pense qu'il va punir le coupable. Brusquement, de son char, il saute à terre, en armes. Alexandre, pareil aux dieux, le voit paraître entre les champions hors des lignes. Son cœur aussitôt est frappé d'effroi. Il se replie sur le groupe des siens pour se dérober au trépas. Comme un homme qui voit un serpent dans les gorges de la montagne, vite se redresse et s'écarte, un frisson prend ses membres et il bat en retraite, tandis que la pâleur envahit ses joues. Tout de même, se replonge dans la masse des Troyens altiers, saisi de peur devant l'Atride, Alexandre, pareil aux dieux. Mais Hector, qui le voit, lors le prend à partie en termes infamants. Ah, Paris de malheur! Ah, le bellâtre coureur de femmes et suborneur! Pourquoi donc es-tu né? Pourquoi n'es-tu pas mort avant d'avoir pris femme? Que j'eusse mieux aimé cela, et que cela eût mieux valu que de te voir aujourd'hui notre honte et l'objet du mépris de tous. Ah, qu'ils doivent rire à cette heure, tous les Achéens chevelus, eux qui se figuraient tel champion comme un preux, avoir la beauté de ses membres, alors qu'au fond de lui, il n'est force ni vaillance. Et c'est toi, ainsi fait, qui t'en vas rassembler de gentils compagnons afin de courir le large avec eux sur des nefs marines, de lier commerce avec des étrangers et de nous ramener d'une terre lointaine une belle épouse, entrée déjà en jeune mariée dans une famille guerrière, pour le malheur de ton père, de ta cité, de tout ton peuple, pour la joie de nos ennemis et pour ton opprobre à toi-même.
Tu ne veux donc pas affronter Ménélas, chéri d'Arès? Ce serait le moyen de savoir ce qu'il vaut, l'homme dont tu détiens la jeune et belle épouse. De quoi te serviront et ta cithare et les dons d'Aphrodite, tes cheveux, ta beauté, quand tu auras roulé dans la poussière? Ah, les Troyens sont trop timides, sans quoi ils t'eussent déjà passé la tunique de pierre, pour tout le mal que tu as fait. » Alexandre, pareil aux dieux, répond « Hector, tu as raison de me prendre à partie, c'est de stricte justice. Ton cœur à toi toujours est inflexible. On croirait voir la hache qui entre dans le bois quand, aux mains de l'artisan taillant la quille d'une nef, elle aide à l'effort de l'homme. Ton cœur est aussi ferme au fond de ta poitrine. Ne me reproche pas pourtant les dons charmants de l'Aphrodite d'or. Il ne faut pas mépriser, tu le sais, les dons glorieux du ciel. C'est lui qui nous les octroie, et nous n'avons pas le moyen de faire notre choix nous-mêmes. Tu veux, en revanche, qu'aujourd'hui je me donne à la guerre et à la bataille. Eh bien, fais soir tous les autres, Troyens ou Achéens. Après quoi, entre les lignes, mettez-nous tous les deux aux prises, Ménélas chéri d'Arès et moi. Hélène et tous les trésors seront l'enjeu de ce combat. Celui qui l'emportera et se montrera le plus fort prendra, comme il est juste, pour l'emmener chez lui, la femme, avec tous les trésors. Et vous, ayant conclu un pacte loyal de bonne amitié, vous demeurerez dans votre Troade fertile, tandis qu'ils reprendront la route de leur Argos nourricière de cavale, de l'Achaïe aux belles femmes. » Il dit, et Hector a grand joie à ouïr ces paroles. Il s'avance entre les lignes, afin de contenir les bataillons troyens de sa javeline tenue à mi-hampe. Tous alors de s'asseoir. Mais les Achéens chevelus vers lui déjà tendent leurs arcs, le visent de leurs flèches, s'apprêtent à lui lancer des pierres, quand sire Agamemnon, d'une voix puissante, leur crie « Arrêtez, Argiens, ne tirez pas, ô fils des Achéens, Hector au casque étincelant se propose de nous parler. » Il dit. Tous arrêtent le combat. Brusquement, ils sont muets. Et Hector dit aux deux armées, « Écoutez-moi, Troyens, Achéens aux bonnes jambières, écoutez bien ce que dit Alexandre, l'auteur même de cette querelle. Il invite ici tous les autres, Troyens ou Achéens, à déposer leurs belles armes sur la terre nourricière, afin qu'entre les lignes, Ménélas, chéri d'Arès, combatte avec lui seul à seul. Hélène et tous les trésors seront l'enjeu de ce combat. Celui qui l'emportera et se montrera le plus fort prendra, comme il est juste, pour l'emmener chez lui, la femme avec tous les trésors. Nous conclurons, nous, un pacte loyal de bonne amitié. » Il dit, et tous demeurent silencieux, sans voix. Ménélas, au puissant cri de guerre, alors prend la parole. « Écoutez-moi maintenant à mon tour. Car c'est dans mon cœur, à moi, que le chagrin entre le plus à fond. J'entends que, sans retard, Argiens et Troyens soient départagés. Vous avez souffert trop de maux pour ma querelle et pour Alexandre qui l'a commencé. Quel que soit celui de nous à qui sont préparés la mort et le destin, qu'il meure. Mais que vous soyez, vous du moins, départagés au plus tôt. Apportez 2 agneaux, agneau blanc et agnelle noir, pour la terre et pour le soleil. Nous en apporterons, nous, un autre pour Zeus. Et amenez ici le puissant Priam. Il faut qu'il conclue le pacte en personne, puisque ses fils sont arrogants et déloyaux. Il ne convient pas qu'une extravagance fasse tort au pacte de Zeus. L'esprit des jeunes hommes toujours flotte à tout vent. Quand un vieillard est avec eux, il voit, en rapprochant l'avenir du passé, comment il est possible d'arranger tout au mieux, à la fois pour les 2 parties. Il dit. Achéens et Troyens sont en joie à l'espoir de voir enfin cesser la guerre désastreuse. Ils arrêtent leurs chars sur toutes les lignes, et ils en descendent. Puis ils dépouillent leurs armes et les déposent sur le sol, assez près les uns des autres. L'espace n'est pas grand qui sépare les fronts. Hector, alors, vers la ville, expédie 2 héros en hâte pour en rapporter des agneaux, ainsi que pour mander Priam. Le roi Agamemnon, de son côté, dépêche Talthybios vers les nefs creuses avec l'ordre d'en rapporter un agneau. Et Talthybios n'a garde de désobéir au divin Agamemnon. Mais Iris, à son tour,
vient en messagère trouver Hélène aux bras blancs. Elle a pris les traits de sa belle-sœur, l'épouse du fils d'Anténor, celle que s'est donnée pour femme Hélicaon, le roi fils d'Anténor, Laodice, la première pour la beauté des filles du roi Priam. Et elle trouve Hélène en son palais en train de tisser une large pièce, un manteau double de pourpre. Elle y trace les épreuves des Troyens dompteurs de cavales et des Achéens à côte de bronze, les multiples épreuves qu'ils ont subies pour elle sous les coups d'Arès. Iris, aux pieds rapides, s'approche et dit « Viens, ma chère, viens voir, l'histoire est incroyable. Les Troyens, dompteurs de cavales, et les Achéens, à côte de bronze, jusqu'ici dans la plaine, allaient portant les uns contre les autres, l'Arès, source de pleurs. Ils ne songeaient qu'à la guerre exécrable. Les voilà maintenant assis et muets. La bataille a pris fin. Ils s'appuient à leurs boucliers. Leurs longues javelines près d'eux sont fichées en terre. Alexandre et Ménélas, chéris d'Arès, vont ensemble, pour t'avoir, combattre de leurs longues piques, et l'on t'appellera la femme de celui qui aura vaincu. » Ainsi dit la déesse, et elle met au cœur d'Hélène le doux désir de son premier époux, de sa ville, de ses parents. Vite elle se couvre d'un long voile blanc, et elle sort de sa chambre en versant de tendres pleurs. Elle n'est pas seule. Deux suivantes l'accompagnent, Étrée, fille de Pitthée, ainsi que Clymène, aux grands yeux. Bientôt elles arrivent où sont les portes C. Or, Priam, Panthos et Timoïtès, Lampos et Clytios et Échétaon, rejetant d'Arès, Oucalégon et Anténor, deux sages, sont là qui siègent, en conseil des anciens, près des portes C. L'âge pour eux a mis fin à la guerre, mais ce sont de beaux discoureurs, on dirait des cigales qui, dans le bois, sur un arbre, font entendre leur voix charmante. Tels sont les chefs troyens siégeant sur le rempart. Ils voient Hélène monter sur le rempart, et, à voix basse, ils échangent des paroles ailées. Non, il n'y a pas lieu de blâmer les Troyens ni les Achéens aux bonnes jambières, si, pour telle femme, ils souffrent si longs maux. Elle a terriblement l'air, quand on l'a devant soi, des déesses immortelles. Mais malgré tout, telle qu'elle est, qu'elle s'embarque et qu'elle parte, qu'on ne la laisse pas ici comme un fléau pour nous et pour nos fils plus tard. Voilà comment il parle. Mais, élevant la voix, Priam appelle Hélène. « Avance ici, ma fille, assieds-toi devant moi. Tu vas voir ton premier époux, tes alliés et tes amis. Tu n'es, pour moi, cause de rien. Les dieux seuls sont cause de tout. Ce sont eux qui ont déchaîné cette guerre, source de pleurs, avec les Achéens. Je voudrais, par exemple, connaître le nom de ce guerrier prodigieux. Quel Achéen est-ce donc ce héros si noble et grand? Il en est de plus grand, sans doute, qui le dépasse de la tête. D'aussi beau, en revanche, jamais mes yeux n'en ont vu, ni d'aussi imposant. Il a tout l'air d'un roi. » Et la toute divine, Hélène, ainsi répond, « J'ai devant toi, père, autant de respect que de crainte. Ah, comme j'aurais dû préférer le trépas cruel le jour où j'ai suivi ton fils jusqu'ici, abandonnant ma chambre nuptiale, mes proches, ma fille, si choyée, mes aimables compagnes. Il n'en a pas été ainsi, et c'est pourquoi je me consume dans les pleurs. Mais je te répondrai, puisque tu questionnes et enquêtes. Cet homme est le fils d'Atrée, le puissant prince Agamemnon, noble roi et puissant guerrier tout ensemble. Jadis, il était aussi mon beau-frère à moi, la face de chienne, si ce passé a jamais été vrai. » Elle dit. De nouveau le vieillard s'émerveille et s'écrie « Ah, heureuse Atride, mortel fortuné, favori des dieux! Ils sont nombreux, je vois, les fils des Achéens que tu as ployés sous ta loi. Une fois déjà venu en Phrygie, terre de vignobles, j'ai vu là de grandes masses de Phrygiens aux coursiers frémissants. C'étaient les gens d'Otrée, ceux de Mygdon, égal aux dieux, alors en campagne au bord du Sangarios. Je fus moi-même, parmi eux, enrôlé comme allié, le jour où apparurent les mâles Amazones.
mais les Phrygiens même étaient moins nombreux qu'ici ne le sont les Achéens aux yeux vifs. Puis, voyant Ulysse, le vieillard demande « Mais dis-moi, celui-ci encore, mon enfant, qui est-il ? Il a bien la tête de moins que l'Atride d'Agamemnon, mais il est plus large en revanche de la poitrine et des épaules, tandis que ses armes reposent sur la terre nourricière. Il va, lui, tout comme un bélier parcourant les rangs de ses hommes. Il m'a tout l'air du mâle à l'épaisse toison en train de passer en revue son grand troupeau de brebis blanches. » Et la fille de Zeus, Hélène, lui répond « Celui-là, c'est le fils de Laërte, l'industrieux Ulysse. Il a grandi dans le pays d'Ithaque et sur son sol rocheux. Il est expert en ruses de tout genre autant qu'en subtiles pensées. » Lors, le sage Anténor la regarde et lui dit « Ah, femme, il est vrai le mot que tu dis là. Un jour déjà il est venu ici, le divin Ulysse. Il portait un message qui te concernait, et Ménélas, chéri d'Arès, l'accompagnait. C'est moi qui les hébergeai et qui leur fis accueil en ma maison. Je pus juger de leur stature comme de leurs subtiles pensées. Bientôt ils pénétraient dans l'assemblée troyenne. Tandis qu'ils étaient debout, Ménélas dépassait l'autre de toutes ses larges épaules. Quand il s'asseyait, en revanche, Ulysse était plus imposant. Mais, l'heure venue d'ourdir pour le public les idées et les mots, Ménélas sans doute parlait aisément, peu de paroles, mais sonnant bien. Il n'était ni prolixe, certes, ni maladroit, il était moins âgé aussi. Mais, quand l'industrieux Ulysse, à son tour, se dressait, il restait là, debout, sans lever les yeux, qu'il gardait fixés à terre. Il n'agitait le sceptre en avant ni en arrière. Il le tenait immobile et semblait lui-même ne savoir que dire. Tu aurais cru voir un homme qui boude ou, tout bonnement, a perdu l'esprit. Mais, à peine avait-il laissé sa grande voix sortir de sa poitrine, avec des mots tombant pareils aux flocons de neige en hiver, aucun mortel alors ne pouvait plus lutter avec Ulysse, et nous songions moins désormais à admirer sa beauté. À la troisième fois, apercevant Ajax, le vieillard demande « Quel est encore ce guerrier achéen, noble et grand, qui dépasse les Argiens de sa tête et de ses larges épaules ?» Et la toute divine, Hélène au long voile, répond « Celui-là est Ajax, le prodigieux Ajax, rempart des Achéens. De l'autre côté, comme un dieu, Idoménée se dresse parmi ses Crétois. Autour de lui s'assemblent les chefs de la Crète. C'est bien souvent que Ménélas, chéri d'Arès, l'hébergea dans notre palais quand il venait de Crète. Oui, je les vois maintenant, tous, les Achéens aux yeux vifs. Tous, je pourrais les reconnaître, de tous dire les noms. Il est cependant deux bons rangeurs de guerriers que je n'arrive pas à voir, Castor, le dompteur de cavales, Pollux, habile au pugilat, les deux frères que ma mère m'avait donnés. N'ont-ils donc pas quitté pour suivre l'armée l'aimable Lacédémone? Ou, après l'avoir suivi jusqu'ici sur ces nefs marines, serait-ce qu'ils se refusent maintenant à s'enfoncer dans la mêlée par peur des mots ignominieux et infamants qui sont mon lot désormais? Elle dit « Mais cela, dès cette heure, c'est la glèbe, source de vie, qui les retient dans leur Lacédémone, au sol même de leur patrie. » Les héros, cependant, portent par la ville ce qui doit servir au pacte loyal, 2 agneaux et, dans une outre en peau de chèvre, le vin joyeux, fruit de la terre. Le héros Idée porte, lui, un brillant cratère, ainsi que des coupes d'or. S'approchant du vieillard, il le pousse à partir en ces termes. « Debout, fils de Laomédon, les chefs là-bas t'appellent, et ceux des Troyens, dompteurs de cavales, et ceux des Achéens à la côte de bronze. Descends donc dans la plaine pour conclure un pacte loyal. Alexandre et Ménélas, chéris d'Arès, pour la femme vont lutter de leurs longues piques. Aux vainqueurs iront la femme et les trésors. Et nous, après avoir conclu un pacte loyal de bonne amitié, nous resterons dans notre Troade fertile, tandis qu'ils reprendront la route de leur Argos, nourricière de cavales, de l'Achaïe aux belles femmes. » Il dit, et le vieillard s'effraie. Il donne l'ordre aux siens de lui atteler un char. Avec zèle, ils lui obéissent. Priam y monte et tire à lui les rênes.
Anténor, à ses côtés, monte sur le char splendide, puis, tous deux, franchissant les portes C, dirigent vers la plaine leurs chevaux rapides. Aussitôt arrivés parmi les Troyens et les Achéens, ils descendent de leurs chars sur la terre nourricière et se rangent entre les lignes des Troyens et des Achéens. Et, sans retard, se lève Agamemnon, protecteur de son peuple. En même temps se lève l'industrieux Ulysse. Les superbes héros rassemblent cependant ce qui doit servir au pacte loyal. Ils font dans le cratère le mélange du vin, et ils versent l'eau sur les mains des rois. L'Atride, de ses mains, alors tire le coutelas, toujours pendu à côté du long fourreau de son épée, et il coupe les poils sur le front des agneaux. Les héros des Troyens et des Achéens les répartissent entre les chefs, et l'Atride, à voix haute, au nom de tous, ainsi prie, main tendue au ciel. Zeus, Père, maître de l'Ida, très glorieux, très grand, et toi, soleil, toi qui vois tout et entends tout, et vous, fleuve, et toi, terre, et vous qui, sous ce sol, châtiez les morts parjures un pacte, servez-nous de témoins et veillez au pacte loyal. Si c'est Alexandre qui tue Ménélas, qu'il est, seul, Hélène, et tous les trésors. Nous nous en irons, nous, sur nos nefs marines. Mais si c'est au contraire le blond Ménélas qui tue Alexandre, aux Troyens alors de nous rendre Hélène et tous les trésors, et de verser aux Argiens une récompense décente qui profite aux générations à venir. Et si Priam et les fils de Priam se refusent à nous la verser, Alexandre, une fois tombé, alors c'est moi qui combattrai pour obtenir satisfaction, et ne quitterai pas la place avant d'avoir mené la guerre jusqu'au bout.